Alice Vernet. Bonsoir. Bon, Alice Vernet, vous venez nous parler d'un roman absolument prenant qui s'intitule Deux innocents, publié chez Actes Sud. C'est un roman et pourtant on a l'impression que c'est pas tout à fait un roman, mais je ne sais pas comment appeler ce livre qui à la fois est prenant comme un roman, mais en même temps est effrayant comme un documentaire, comme peut l'être un documentaire. Dans tous les cas, c'est un ouvrage dont on va beaucoup parler, parce que, toutes les deux bien sûr, parce que c'est un livre qui dérange, qui nous interpelle aussi, et qui est très symptomatique de ce que vous allez nous raconter tout ça, symptomatique des errements peut-être aussi de notre société d'aujourd'hui. Alors, Deux innocents, vous allez nous dire en deux mots, pourquoi Deux innocents? Le titre, il m'est venu tout de suite. Très souvent, à la source d'un livre, il y a ou une histoire ou un sujet. Et très vite, je travaille en ayant les deux. C'est-à-dire que si ce qui me vient en premier, c'est l'envie de raconter une histoire, une certaine histoire, je me demande en quoi elle est intéressante et quel est le sujet sur lequel elle va nous apprendre des choses. Et si j'ai envie d'un sujet, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, pour mon premier livre, je me posais la question, est-ce qu'un livre peut faire sentir au lecteur la violence dont l'homme est capable? Donc mon sujet, c'était la violence, et j'ai tissé une histoire qui parlerait de la violence. Et donc, au bout de très vite, j'ai un sujet et une histoire. Et bien sûr, j'ai toujours un titre, parce que le titre, c'est quelque chose comme un concentré d'histoire. Par exemple, pour l'anecdote, parce que je trouve ça très intéressant, un écrivain comme Michel Tournier ne pouvait pas commencer à écrire tant qu'il n'avait pas son titre. Et histoire que j'aime beaucoup, quand on a voulu traduire L'homme sans qualité de Musil, on a donné le texte à Philippe Jacotet et à Michel Tournier. Philippe Jacotet a traduit le titre L'homme sans qualité, et Michel Tournier, à l'époque, l'a traduit L'homme sans caractéristiques. Et ils ont commencé à travailler, et au bout de 15 jours, Michel Tournier a dit à Jacotet, c'est vous qui avez raison, allez-y, traduisez le livre. Et moi, je comprends très bien, effectivement, le titre, c'est la quintessence de ce qu'on veut raconter. Et alors, j'aimais beaucoup ce titre parce que, pour moi, mais bien sûr, j'ai traité le sujet en entier, mais pour moi, l'héroïne du livre était innocente de ce qu'on lui reproche, et par ailleurs, elle avait affaire à un enfant qui était innocent au sens propre, c'est-à-dire à un esprit simple, on pourrait dire. Et donc, je trouvais ça bien parce qu'il y avait ces deux côtés non coupables, et je préfère esprit simple à simple d'esprit, mais donc c'était ça le titre, voilà. Alors, Deux innocents, ce sont donc deux personnages clés dans ce roman. C'est donc Claire qui n'est pas une institutrice, mais qui occupe la charge elle est professeure dans un institut pour enfants en difficulté, c'est ce qu'on comprend bien dans le livre. Et donc le héros, en fait, deuxième protagoniste très important, l'innocent, donc c'est Gabriel. Et donc c'est un livre qui met en scène en fait une histoire, mais une histoire en fait finalement qui est une histoire de société, de fait de société qu'on lit assez rapidement, assez aussi souvent maintenant malheureusement. Mais quel a été le déclic parce que je sais que vous vous basez souvent beaucoup sur des faits de société, sur des histoires particulières, et on reviendra surtout à une des citations de l'Exergue parce que c'est intéressant, parce que c'est une base, mais même si votre histoire, j'imagine, ça n'avait pas la même source que l'histoire de Gabriel Russier. Non, pas du tout. Alors déjà, je contesterai un peu le fait que je me base sur des documents. Non, c'est vrai que je me documente toujours beaucoup, parce que d'abord, pour celui qui... vous savez, on parle toujours du fait que les livres changent les gens qui les lisent. Mais avant de changer les gens qui les lisent, ils changent les gens qui les écrivent. Et moi, c'est la chose qui me plaît. C'est de plus être tout à fait la même, d'avoir surtout appris des choses ou pensé des choses que je ne pensais pas, parce que j'ai travaillé pour écrire le livre. Parce que pour écrire sur un sujet, il faut très bien le connaître. Là, par exemple, ça voulait dire me documenter sur les enfants en situation de handicap, comment ils sont reçus dans l'école, comment se passent les cours avec eux, etc.
c'était réfléchir à la relation entre les parents et les enseignants, puisque dans toute l'éducation des enfants, eh ben, il y a beaucoup d'adultes qui interviennent. Et est-ce que les rôles sont bien circonscrits? Ça, c'était une autre. Tout ce qui est de l'ordre de la pédagogie aussi, c'était un des sujets. Et puis, il y avait la question de la justice. Donc, à chaque fois, c'est vrai, je me documente toujours. Mais mon précédent livre, L'intimité, c'était complètement inventé. Je m'étais beaucoup documentée sur la procréation, mais j'avais tout inventé. Là, je n'ai rien inventé. C'est-à-dire que toute l'histoire est réelle. On me l'a racontée. On peut dire qu'elle m'a sidérée. Je connaissais suffisamment l'accusé pour savoir que c'était probablement non mérité. Et effectivement, j'ai trouvé qu'elle rentrait en résonance avec tous les problèmes de notre société. C'était 1 an après Balance ton porc. C'était au moment de la reprise de l'affaire Barbarin. Et tout de suite, ça m'a évoqué quelque chose comme, j'aime bien reprendre maintenant l'expression de Houellebecq, une extension du domaine du soupçon. C'est comme ça que j'ai eu envie de l'écrire. Et la source, vraiment le point d'accroche, le premier sujet pour moi, c'était le soupçon. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un soupçonne, a priori l'insoupçonnable, qu'est-ce que c'est la mécanique du soupçon? Et est-ce qu'on peut briser la mécanique du soupçon, c'est-à-dire est-ce qu'on peut montrer qu'on est innocent, qu'on n'a rien fait, alors même qu'on est soupçonné? Donc il y avait ces deux côtés, comprendre celle qui soupçonne, en l'occurrence là la mère d'un élève, et faire éprouver aussi, et éprouver moi-même, parce que écrire c'est aussi revivre les choses. Qu'est-ce que c'est être accusé à tort? J'ai lu pour écrire le livre beaucoup de témoignages, et là je suis désolée d'avoir appris hier la mort d'Hervé Temim, parce que le premier livre que j'ai lu, c'était La défense dans la peau, un livre qui m'a bouleversée. Et Hervé Temim parlait d'une manière magnifique de la raison pour laquelle il ne défendait que des accusés. Il a été une seule fois avocat d'une partie civile, tout le reste du temps l'accusé. Et il parle de la solitude de l'accusé. Et par ailleurs, beaucoup d'autres, je ne sais pas si vous avez vendu le livre de mots, le livre de Maître Mots, qui a été publié par Les Arènes et qui rassemble tout ce qui a été écrit sur le blog de Jean-Yves Moyard, un autre avocat qui est mort prématurément du barreau de Lille, et qui raconte des tas d'histoires. Et à chaque fois, tous ces avocats disent textuellement « Je ne souhaite à personne d'avoir à se défendre de quelque chose qu'il n'a pas fait ». Et donc c'était un des sujets du livre, évidemment, faire éprouver au lecteur ça. Alors c'est très réussi, parce que pour aller aussi contre, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Et bien si, parfois il y a de... Alors vous réussissez parfaitement justement à nous faire vivre en fait ce que vit donc Claire, qui n'est pas une institutrice, qui n'est pas un professeur, qui donc intervient dans une classe d'enfants qui sont autistes. Hein, non, ils ne sont pas autistes. Ah, ils sont pas autistes. Et d'ailleurs, je veux dire un mot là-dessus. Moi, je sais très bien ce qu'ils ont, mais j'ai fait exprès de ne pas le dire. C'est-à-dire que je me suis familiarisée avec leur façon d'être au monde. J'ai essayé de la restituer. Et je laisse le lecteur tout seul s'arranger avec ces jeunes, savoir de quoi ils souffrent, parce que justement, je suis de plus en plus choquée par nos façons d'étiqueter. Les mots nous servent à étiqueter, et une fois qu'on est étiqueté, c'est fini, on ne vous regarde même plus, on vous range dans la boîte avec l'étiquette. Et je ne voulais pas qu'on fasse ça à ces jeunes. Voilà, donc moi je sais de quoi ils souffrent, ils ne sont pas autistes, mais le lecteur se débrouillera pour comprendre, et peu importe qu'il ait un mot précis, c'est pas grave. Non, en fait, ce qu'on retient surtout, effectivement, c'est le fait que ce sont des individualités. Quand Claire fait la classe, on voit Louise, on voit Gabriel, on voit Arthur. Enfin, ce sont tous des jeunes qui ont certes une façon de s'exprimer différente, sont plus ou moins présents à la classe, mais sont des individualités. Et d'ailleurs, Claire est une personne extraordinaire, donc nous on se rend compte à quel point elle a cette empathie, cette patience aussi, et qu'elle nous encourage aussi. C'est par le biais de Claire que nous sommes invités à regarder différemment ces jeunes. Mais se pose la question, oui, mais se pose la question effectivement assez vite, puisque donc il va y avoir, pour avancer dans le récit, ce soupçon
Alors comment pourrait-on qualifier le soupçon qui commence à peser sur Claire vis-à-vis de l'un de ses élèves? Oui, alors d'abord, il faut dire que comme ce sont des enfants qui sont hors du système scolaire institutionnel, enfin l'éducation nationale ne leur fait plus de place, donc du coup il s'agit d'une classe réduite, donc il y a une dizaine d'élèves, c'est ça aussi, et c'était pratique pour le romancier, ça permet justement de faire exister chaque enfant de la classe. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors ça j'ai aussi fait pas mal de recherches sur les questions pédagogiques, et j'ai découvert qu'il y a un grand débat dans l'école française autour de la question de l'affection à l'école. C'est-à-dire, et alors effectivement ça m'a été confirmé par quelques enseignants, dans l'éducation nationale on dit aux enseignants vous êtes là pour instruire vos élèves, pas pour les aimer. Or, il y a des tas de travaux en psychopédagogie qui montrent que quand les élèves se sentent aimés par le professeur, quand il y a un échange affectueux, l'apprentissage est beaucoup plus stimulé et de fait réussi. Et c'est la manière d'enseigner de cette enseignante. Elle crée une relation personnelle avec les élèves. Et par ailleurs, comme ce sont en plus des élèves en difficulté, en souffrance, il y a un besoin justement d'une relation affective et elle répond à la demande, on peut dire ça comme ça. Et effectivement, à un moment, et ça pose une deuxième question qui est quelle est la place que les parents laissent aux enseignants dans la vie de leurs enfants? À un moment, il y a une mère, la mère de Gabriel justement, qui d'une certaine façon, moi à mes yeux c'est comme ça que je lis l'histoire, a du mal à accepter la place qu'a prise l'enseignante dans la vie de son fils. Et je pense que ça, tous les parents savent très bien que quelquefois, ils disent à leur fils « vas-y, fais ton devoir comme ça » et l'enfant vous envoie balader en disant « ah mais non, pas du tout, la maîtresse a dit que » et la maîtresse, c'est Dieu la maîtresse. Hein. Bon ben là, il y a un petit côté comme ça et effectivement, il y a des parents peut-être que ça peut, surtout quand c'est un enfant qui est en difficulté, il peut même y avoir une espèce de concurrence ou d'envie, c'est-à-dire l'enseignante qui est devenue une experte dans la relation va être jalousée pour son expertise, par exemple. Imaginez une mère qui a l'impression qu'elle ne sait pas faire. Bon, de toute façon, je n'ai même pas fait d'hypothèse. Hein. Dans le livre, le personnage de la mère est très éludé parce que je vais pas faire des hypothèses sur un drame de cet ordre. Donc, mais on sent bien que ça m'a beaucoup intéressée parce que ça m'a renvoyé à la question de la place des enseignants. Et c'est un problème contemporain puisque, regardez, on dit qu'il y a des familles de musulmans qui n'acceptent pas ce que les professeurs enseignent à leurs enfants. Pour moi, c'est un problème, c'est le même problème. Hein. Alors, ce qui est très réussi, c'est que justement, par rapport à cette question de l'affection, de l'affectivité qu'on peut avoir, ou qu'on doit avoir ou pas, et surtout, donc effectivement, on comprend bien, issu de l'école de la République, qu'on n'a pas forcément à attendre du professeur, de nos professeurs, de l'affection particulière, mais on sait très bien, c'est ça qui est très bien réussi dans votre roman, c'est le fait que vous ne dites pas ce dont ces jeunes souffrent, et donc du coup, on s'imagine qu'ils ont quelques soucis, mais sans connaître vraiment la raison, et donc du coup on ne plaque pas d'image. Mais quand face à leurs difficultés, en fait ça nous renvoie possiblement à des difficultés qu'on aura pu nous rencontrer, et de se dire, parce qu'il y a bien cette réflexion dans le roman, dans l'échange, dans les nombreux échanges que Claire peut avoir, ou qu'elle défend justement cette affectivité, c'est de dire qu'en fait un élève, pour qu'il se sente compris, qu'il ait envie de donner plus et d'approfondir, en fait c'est sûr qu'il a besoin peut-être pas forcément d'être aimé, mais qu'on soit hyper attentif à lui et qu'on l'encourage. Et c'est là la difficulté. Oui, j'allais dire, moi ce que j'ai trouvé passionnant, mais ça m'a renvoyé à des vieilles lectures de livres. Je pense par exemple à un psychiatre pour enfants qui s'appelle Michel Lemay, qui est je crois qu'il est québécois, qui a beaucoup écrit sur des enfants qui ont souffert, qui n'ont même pas été construits par manque d'affection à l'origine, à la naissance. Je me souviens aussi d'un livre que j'avais trouvé extraordinaire qui s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou de Harold Searle, et idem un livre sur des psychotiques là carrément, et lisant ces livres donc il leur donne la parole, il les écoute, et lisant ces livres j'avais été stupéfiée
par la proximité entre ce qu'ils disaient de leurs inquiétudes, de leurs angoisses, de leurs difficultés et les miennes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une rupture franche et marquée entre les gens qui sont aptes et les gens qui, dans nos normes, ne sont pas aptes. Et effectivement là, eh bien, c'est tout ce que disent ces enfants, bien sûr qu'on peut le recevoir et elle le comprend très bien. Et vous voyez, une des histoires que j'ai beaucoup aimées dans mes lectures à l'époque, c'est l'histoire d'un... Alors, je crois que le livre, je ne sais plus comment s'appelle le livre, mais l'auteur s'appelle Joël Vera. Et c'est un type qui est devenu psychologue, psychopédagogue, alors même qu'il était enseignant, mais un jour il s'est aperçu d'une chose incroyable. Il s'est aperçu que les enfants qui habitaient près de chez lui et qui rencontraient dans la rue, et à qui dans la rue il disait bonjour François, comment ça va, juste ça, hein. Ces enfants-là, qui du coup avaient une sorte de relation différente hors de l'école, se mettaient à travailler beaucoup mieux. Et c'est ça qui a été la source de son travail sur l'influence de l'affection sur les apprentissages. Et je pense qu'effectivement, dans le livre, mon enseignante, c'est quelqu'un qui est absolument attentif à la qualité des relations, à la qualité d'authenticité des relations. Et du coup, elle réussit très bien. C'est ça qui est d'autant plus stupéfiant, c'est qu'elle réussit très bien. Et d'une certaine façon, c'est cette réussite qui est à la source du soupçon. Alors il y a un paradoxe. Et puis je voudrais dire aussi une autre chose, c'est que évidemment, c'est très difficile à dire dans la défense, enfin typiquement dans une défense, dans un cas comme ça, on ne peut pas le dire, mais bon, moi j'ai enseigné pendant 20 ans. Un professeur a un pouvoir de séduction évident, il est mis sur un piédestal, il est auréolé du savoir, et par ailleurs, tenir une classe, c'est aussi la charmer, bien sûr. Donc, il est évident, et en fait, moi, je me suis souvent posé la question comme enseignante, parce qu'à l'université, j'ai vu des professeurs de l'université épouser leurs élèves. Hein. Eh bien, évidemment qu'on n'est pas responsable des sentiments qu'on génère. Vous n'allez pas empêcher, si vous avez... Moi, j'avais par exemple 700 élèves, j'allais pas vérifier que mes 700 élèves n'allaient pas trouver que vraiment, elle est canon, cette fille, elle me plaît bien. Mais après... Ce que moi je considérais, c'est que c'était ma réponse éventuelle à un élève qui serait tombé amoureux de moi, qui comptait, vous voyez. Et donc pour moi, cette histoire soulevait toutes ces questions. Alors c'est un paradoxe parce que Claire, en fait, est embauchée, elle est professeure, mais en même temps, elle n'a pas forcément les qualifications d'être professeure, ce qui lui porte vraiment préjudice aussi. Oui, elle est pas, on peut pas dire qu'elle soit avertie. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu confirmation que maintenant, aux professeurs, on dit ne restez pas dans la classe seul avec un élève, par exemple. Bon, ça c'est l'éducation nationale qui sans doute, effectivement, donne une formation. Et je me rappelle en effet qu'un de mes fils, prenant des petits cours de maths, l'enseignant laissait la porte ouverte. Et moi, ça m'agaçait parce que du coup, si je passais, parfois, je fermais la porte. Hein. Mais ça prouve bien qu'effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui savent qu'il faut faire attention. Elle, c'est pas son cas. Mais est-ce qu'elle a des qualifications? Parce que moi, dans mon souvenir, dans le livre, elle n'a pas forcément, elle a été embauchée parce qu'elle a des qualités, mais pas forcément des qualités pour enseigner. Oui, alors elle n'a pas passé de CAPES ou d'agrégation parce que déjà dans la matière qu'elle enseigne, secrétariat et administration, il n'y a pas ça. Donc elle a des compétences professionnelles. On peut dire qu'elle a des compétences créatives, hein, parce qu'effectivement, elle a plein d'idées pour faire passer des savoir-faire, parce qu'on n'est pas dans l'ordre du savoir. Hein. C'est savoir écrire une lettre, c'est des choses... qui servent professionnellement. Hein. L'idée, c'est ça, c'est de donner des compétences de type professionnel. Donc ça, elle sait le faire, mais elle n'a jamais suivi. Alors si elle a eu, on dit au début, elle a eu 6 mois de formation pour être capable de s'adresser à ces enfants-là. Donc elle a quand même cette expertise. Oui. Mais elle n'a pas été, en tout cas, avertie. Et pour moi, d'ailleurs... Une des choses aussi intéressantes, et j'ai été depuis la sortie du livre contactée par des psychologues qui travaillent dans des établissements, c'est que normalement il y a un accompagnement, il y a une sorte de référent, quelqu'un. Là il y a une grande solitude de l'enseignante, et ça c'est une erreur de l'institution.
Alors, et sans doute, ça nous renvoie aussi à une question je trouve que le livre renvoie aussi beaucoup au manque de moyens de tout le monde, hein, au manque de moyens dans la justice, au manque de moyens dans ces établissements. En exergue du livre, vous citez Gabrielle Russier, donc, qui est une affaire terrible qui secouait la France dans la fin des années 60. Donc je lis cet exergue. « Dites-moi que vous savez qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, que nous sommes maintenant dans le trou noir des apparences et de la laideur, mais que la vérité dans sa simplicité reviendra avec le soleil. » Alors, l'affaire Gabrielle Russier, c'était une affaire où la moralité rentrait vraiment en ligne de compte. Hein. Et là, on est dans l'ère du soupçon. Là, le temps d'aujourd'hui, c'est le temps du soupçon. Oui, oui, c'est pas du tout... En fait, je vais vous dire pourquoi j'ai pensé à... Bon, d'abord, quand on commence un livre, évidemment, on s'intéresse à tout ce qui tourne autour du sujet. Donc, et j'avais toujours été extrêmement touchée par l'affaire Russier. J'avais lu ses lettres à ses parents, qui ont été préfacées par Raymond Jean, qui était un merveilleux écrivain qui publiait chez Actes Sud et que je connaissais aussi comme auteur, et qui a écrit un texte superbe. Et donc, je les ai relus tout de suite. Et puis, effectivement, cette petite phrase qu'elle écrit à ses parents me paraissait exactement... elle aurait pu être écrite par l'héroïne. Et en plus, j'aimais bien... on ne voit bien qu'avec le cœur, qui est tiré de Saint-Exupéry. Et comme par hasard, elle lit Le Petit Prince à ses élèves. Donc, du coup, je trouvais que c'était cohérent. Et il y a une autre chose... qui me turlupinait, c'était que je me disais, mais dans une histoire comme ça, et je pensais aussi, j'ai aussi beaucoup lu sur l'affaire Doutreau, il y a des accusés qui craquent. C'est quand même un des drames de ces affaires, c'est l'accusé se suicide, ne tient pas le coup, parce que c'est aussi insupportable de ne pas être cru. Et pour moi, dans le livre, la scène clé, c'est la scène de la confrontation après le soupçon entre les parents et l'enseignante. C'est-à-dire le moment où il y aurait une possibilité de vrai dialogue, où on pourrait... vous savez, parfois on se dit, si je suis en face, on va voir qui je suis. C'est-à-dire, tout le livre, j'avais cette perpétuelle pensée pour... comme on aimerait parfois justement être décrypté comme innocent. Hein. Et donc cette conversation est cruciale puisque elle veut s'expliquer et montrer qu'elle est une bonne personne, une personne qui effectivement, comment dirait, il y a une très bonne expression dans le livre que je retrouve pas. Et puis de l'autre côté, il y a l'accusation, le soupçon, et puis bon, ben non, ça passe pas. Et aussi, ce chapitre me paraissait très intéressant parce que je trouvais que dans l'expression du soupçon, il y avait toutes les formules toutes faites de notre époque, gestes inappropriés, et que ces formules toutes faites, au fond, elles n'étaient pas audibles par quelqu'un qui a bien fait. Alors que si on avait dit, par exemple, tout simplement, moi, la mère, je me fais du souci parce que mon fils va se faire des idées, ou mon fils est en train d'attendre trop, ça, c'était audible. Et donc, il y avait une question aussi de mots. C'est-à-dire, je trouvais qu'il ne faut pas employer les mots usés, il ne faut pas employer les mots constamment balancés partout, parce que ces mots-là ils perdent leur sens et ils gardent leur méchante force. Et donc, c'est ça qui m'avait frappée, la mauvaise expression du soupçon aussi. Alors Claire, on parle de Claire parce que c'est quand même un personnage. Hein. Elle a vraiment un caractère. On découvre tout au long de l'ouvrage une femme d'une cinquantaine d'années à peu près, qui est mère d'un petit garçon, heureuse dans son couple, très active, et donc qui est croyante, catholique, qui lit lecture à la messe. Enfin voilà, vous a pesanté pas mal sur justement à chaque chapitre sur un trait de caractère de la vie de Claire, sur Claire, etc. Et c'est une femme qui est dans une candeur qui est même incroyable, parce qu'aujourd'hui on n'a qu'une envie pendant tout le roman, c'est-à-dire surtout ne dis pas ça, non, surtout faut pas écrire ce SMS, c'est affreux, etc. Comment vous êtes venu à dresser ce portrait d'une femme dont on pourrait penser qu'elle est complètement inconsciente alors qu'elle vit dans un monde hostile finalement?
Moi, écoutez, j'espère qu'on n'a pas intégré l'hostilité du monde. Moi, je me dis pas qu'elle est candide, hein. Et je sais pas comment dire. Du coup, moi-même, je me suis interrogée. Alors, j'ai arrêté d'enseigner il y a 10 ans, mais ça m'est arrivé de toucher un de mes élèves. Alors, pas de la même façon, mais je pense que oui, on est juste au moment où on commence à intégrer ce que vous appelez l'hostilité du monde, et je ne sais pas si c'est une bonne chose, justement. C'est quand même une des questions qu'on peut se poser. Ça, c'est la suspicion généralisée. Je fais dire exprès, à un moment, le couple parle, le mari s'occupe d'enfants à qui il fait le catéchisme, et elle lui dit « Est-ce que tu fermes la porte ?» Il lui répond « Non, parce que j'aurais l'impression de dire aux enfants « Un de vous va m'accuser ». Il y a quelque chose comme ça. Tout le monde sait ce que ça fait d'être... La suspicion, c'est terrible. Vous rentrez dans un magasin, on vous soupçonne de regarder les t-shirts pour en mettre un dans votre sac. Moi, je sors immédiatement. C'est insupportable. Et j'espère qu'on va jamais... C'est une des choses... j'ai pas écrit le livre pour dire ça. D'ailleurs, j'ai dit très très vite que c'était une histoire vraie parce que je voulais pas qu'on me soupçonne d'avoir fabriqué une histoire pour faire la leçon à notre époque. C'est pas la question. Et évidemment, je trouve que tous les abuseurs doivent être dénoncés, bien sûr. Je repense à ce que m'avait fait le film L'amour violé en 77. C'était insupportable d'imaginer qu'une femme puisse pas dire ce qui lui était arrivé, soit accusée, pas crue, etc. Donc évidemment qu'il y a un progrès, mais pas si ça nous transforme en éternel inquiet. On va pas devenir des antilopes qui ont peur de se faire manger, c'est pas possible. Non, je parlais d'hostilité parce que quand on voit que ça monte et que le soupçon arrive et qu'en fait elle a un front devant elle, c'est là où en fait on a peur pour elle en fait. Oui, mais alors moi ce que j'aime c'est justement, et je garde, moi je pense que je garde aussi, vous allez dire l'héroïne pourrait être moi, je garde aussi cette foi dans la parole. C'est-à-dire dire à quelqu'un, voilà, non, c'est pas ça mon intention, parce que ça nous renvoie à la question des intentions. Pour moi, quand on est bien intentionné, est-ce qu'on imagine qu'on va être soupçonné de quelque chose auquel on pense même pas? Là, on en vient presque à la psychanalyse. Vous savez, Lacan disait, quand on dit « je ne suis pas », c'est qu'on est. Mais c'est parce qu'on pense, on a déjà la catégorie dans la tête. Quand on n'a même pas la catégorie dans la tête, la catégorie geste inapproprié, pour elle, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je trouve intéressant, j'avais envie en couverture de trouver un vrai hug. Parce que, regardez, vous vous souvenez la campagne américaine pour le hug? Faites-vous des hugs, les gens qui avaient hug gratuits. Ça nous disait bien à quel point ça fait du bien d'être pris dans les bras, d'être touché au bout du compte. Mais et effectivement, quand on fait un hug, on n'a pas l'esprit mal tourné. Mais moi, je pense que quand on n'a pas l'esprit mal tourné, on ne peut pas imaginer qu'on va être soupçonné à tort. Donc, en fait, ça pose la question de l'innocence. L'innocence rend candide. On pourrait dire ça, voilà. Je ne sais pas ce qu'en pensent les avocats qui sont dans la salle. Mais pourquoi avoir autant insisté sur la foi de Claire, son environnement catholique, l'Église? C'est très très important en fait. Et pendant tout le roman, ça monte. Il y avait une intention derrière, hein, alors, par rapport à cette candeur, cette innocence. J'allais dire, non. Alors, maintenant, je me dis, parce qu'on me dit souvent, est-ce que vous vouliez dénoncer? Alors, c'est pas du tout ma perspective. J'ai pas d'intention, quand j'écris un livre, j'ai pas d'intention de divulguer des messages. Hein, parce qu'en plus, moi je suis comme tout le monde, je doute, y compris de moi, de la vérité que je peux trouver. Mais ce que j'ai envie, c'est de comprendre. Hein, et j'ai envie de vérité, en fait. J'ai envie que le roman atteigne. Ouvre une vérité, voilà. Et du coup, là, c'est une histoire vraie, et c'est un fait. C'est une chrétienne, elle fait la lecture à la messe. Ensuite, la foi l'aide à traverser cette épreuve, et je trouvais que c'était d'autant plus intéressant, évidemment, de le dire, à l'heure où, justement, l'Église traversait une crise qui n'est pas du tout une crise du soupçon, hein, qui est une autre crise, mais de montrer que tout le monde n'était pas dans les mêmes problématiques,
ça me paraissait intéressant de sortir. Et puis, effectivement, il n'y avait pas de raison de le cacher, donc je l'ai écrit. C'était la vérité. Il y a un trait qui est très intéressant dans votre roman aussi, c'est l'apparence. Ça m'a frappé sur un moment donné. C'est-à-dire que Claire, vous la décrivez comme une jeune femme bien dans sa tête, pétillante, heureuse, bien dans son corps. Voilà. Vous en dressez un portrait comme ça, mais sans en savoir plus. Et puis, il y a le moment où elle arrive chez la juge. Et là, vous avez une description qui, en fait, donne quelque chose à voir de très différent. Vous dites son sac à main, en vinyle, et tout d'un coup, on voit quelqu'un d'autre. Et c'est aussi le regard de la juge là, que vous transmettez. Oui, en l'occurrence, c'est plutôt chez l'avocate. Chez l'avocate. Parce qu'évidemment, l'avocate, c'est un cabinet, c'est très chic. Oui, et puis, un avocat, il ne vous reçoit pas en jogging. Hein. Donc, effectivement, il y a ça. Oui, bah c'est, comment dire, c'est presque de l'analyse transactionnelle. On est toujours l'imbécile d'un autre. On est toujours... on n'est pas toujours le plus intelligent, le plus mince, le mieux habillé, etc. Donc oui, ce que je trouve intéressant dans le personnage de Claire, c'est que pour moi, elle est extrêmement libre. C'est-à-dire que les gens parlent de sa candeur. Bah oui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la qualité des relations qu'elle établit avec les gens. Et après, être élégante, être séduisante, elle se fout des apparences dans leur côté qui mènent à rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle échange, elle établit avec les autres. Et effectivement, on est quand même aussi dans un monde où il y a des costumes. Elle n'a pas de costume. C'est un peu comme ça que je la décrirais. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais du coup, dès qu'elle est mise en face de quelqu'un qui a un costume, bah, elle est décryptée comme sans costume. Et est-ce que c'est bien d'être sans costume? Ça me fait penser, vous voyez, ça me fait penser à ce que disait Bernard Franck dans un livre où il parlait de Drieux-La Rochelle et il parlait de ce qu'on appelle la panoplie littéraire. Ben voilà, les écrivains aussi, ils ont un costume, ce que Bernard Franck appelle la panoplie littéraire. Pour avoir l'air d'un écrivain, il y a un certain nombre de choses qu'il faut observer. Bon, ben, elle observe rien, elle est elle-même en fait. Et elle est libre, effectivement, elle n'essaye pas d'être mince comme Claudia Schiffer, elle n'essaye pas d'être coiffée comme une telle. Elle est très indépendante et d'une certaine façon, elle paye son indépendance. Elle n'est pas calculatrice non plus. Non, elle est pas. Non, elle est vraiment, c'est l'authenticité. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, oui. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est surprenante comme héroïne. Oui, aujourd'hui. Oui. Oui, je comprends que moi, elle ne me surprend pas du tout, mais je la trouve intéressante parce que justement, elle n'est pas formatée, elle n'est pas conformiste. Et alors parfois les gens comme ça peuvent énerver tous ceux qui sont soumis à des tas de normes justement. Il y a un côté, on peut envier cette liberté-là. Alors malgré le pic, parce qu'elle va traverser quand même des moments, enfin, ça va être terrible, hein, elle va être mise en examen, je ne raconte pas tout, mais c'est vrai que elle va traverser. Ce qui la déstabilise profondément, c'est la représentation en fait qu'on se fait d'elle. Ça c'est quelque chose qui la déstabilise. Elle est très libre. Mais en même temps, intérieurement, elle se diffracte en fait. Bah, je sais pas qui résiste à la salissure du soupçon. Enfin, j'ai pris l'exemple du magasin où on soupçonne de voler. Rien que ça, c'est super. C'est rien et on sort tout de suite. C'est déstabilisant. Donc en fait, oui, le soupçon, et ça c'est une des choses que j'ai découvertes dans les lectures des avocats pénalistes, c'est on parle de la présomption d'innocence, mais Dieu, on en a drôlement besoin parce que même avec la présomption d'innocence, le fait d'être suspecté et après accusé, c'est quelque chose de très difficile à digérer. Et quand en plus, et alors c'est une autre chose intéressante, le coupable, celui qui a volé, celui qui a menti, celui qui a frappé, il n'est pas surpris d'être accusé. Hein. Il dit bon j'ai regardé comme moi quand j'étais petite, j'adorais Colombo. On voyait le crime et après on voyait Colombo avec le coupable. Le coupable, il était hyper organisé et souvent c'était ça qui attirait l'attention de Colombo, c'est qu'il avait des réponses à tout. Alors que l'innocent, il a des réponses à rien, il sait même pas ce qu'on lui reproche.
Et dans une chose, quand vous êtes profondément loin de ce qu'on vous reproche, ben, il y a déjà tout un chemin intérieur à faire pour le comprendre. Et effectivement, Claire, elle suit cette... et elle la suit, en plus elle est à la fois honnête, lucide et intelligente, parce que par exemple quand les gens disent elle n'est pas prudente et tout, c'est faux, ils oublient, il faut lire le livre en détail, ils oublient qu'à un moment elle comprend très bien que l'élève est en train de s'attacher trop, et elle a déjà entrepris de le rendre plus autonome vis-à-vis d'elle. Donc elle a une vraie intelligence des relations. Mais elle n'est pas dans la méfiance, elle n'est pas du tout, effectivement, elle a confiance dans l'humanité, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. Et ensuite, dans tout le chemin qu'elle va faire, elle va jusqu'à se demander si elle a eu tort. Elle envisage absolument d'avoir mal fait en étant trop affectueuse et ça. Donc moi je trouve que de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment oui, un beau personnage. Le livre, c'est aussi ça, un portrait de femme. Tout à fait, un portrait de femme libre. Oui, exactement, oui, c'est vrai. Libre et puis qui va être pris dans les mots des autres aussi. Et parce qu'il y a une chose que je me suis beaucoup dite en pensant à cette histoire, et quand justement j'ai commencé à en parler après, je me suis dit que je garde une conviction qui presque dans notre instinct animal, c'est-à-dire que chacun de nous, quand on lui adresse un geste, par exemple si quelqu'un me met la main sur l'épaule, je sais si c'est une bonne main ou une mauvaise main. Je sais si c'est une main qui veut m'écraser, me dominer, me contenir, ou si c'est une main qui veut m'encourager. Donc je pense qu'on a ça, quelque chose qui est de l'ordre de l'animal encore. Mais là, dans l'histoire, donc ça veut dire que effectivement, quand par exemple une femme dit non, cette main-là, c'était pas une bonne main, elle sait de quoi elle parle. Mais là, dans l'histoire, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas celui à qui le geste était adressé, les gestes, qui doit en juger. C'est la mère qui n'était pas là. C'est une autre des choses intéressantes dans le livre. Quand j'écrivais l'histoire, je me disais, c'est vrai, les professeurs sont seuls capitaines de leur bateau, qui est la classe. Les parents n'en sont pas. Et si les parents commencent à s'imaginer des choses, là, c'est sûr que c'est embêtant. Et effectivement, la mère n'est pas celle à qui les gestes étaient destinés, et pourtant, elle en juge. C'est ça un des problèmes. Il y a un moment dans le livre, effectivement, vous citez beaucoup la confiance. Elle a un rêve de société. Elle œuvre aussi pour une société où la confiance règne, ou pour que le bien ressorte. C'est ça aussi qui l'anime. Elle a un idéal, en fait. Ah ben, elle a un idéal à la fois chrétien, puis un idéal des relations. Et aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que peut-être c'est la part en nous de vulnérabilité, et elle en a une, qui nous fait espérer qu'on soit là les uns pour les autres, pas pour se faire du mal, mais pour se faire du bien. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a envie, elle est joyeuse, elle a envie que la gaieté l'emporte. La gaieté, la confiance, l'affection, des valeurs, des choses positives. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui sait vivre. Elle sait faire de la vie quelque chose d'agréable. Oui, elle rigole beaucoup, même dans les très grandes difficultés. Oui, elle est capable de préparer un apéro. Enfin bon, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui sait vivre. Oui. Et c'est important. Alors, est-ce qu'il y aurait quelques questions pour les personnes qui l'auraient lu éventuellement? Non. Moi, c'est pas une question. Je l'ai lu le premier jour. Je trouve que c'est un roman subtil, virevoltant. J'ai trouvé qu'effectivement, le personnage de Claire est intéressant parce que ce n'est pas les femmes qu'on voit tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est de voir plus vous êtes innocent, plus vous risquez d'être broyé. Oui, c'est exactement l'impression que j'ai eue en lisant le livre. Et ça, c'est quelque chose. Et on voit que c'est une femme, disons, ordinaire, mais pas dans le mauvais sens du terme. Donc, elle croit totalement à la justice. Elle devrait ne pas parler, mais elle est tellement sûre qu'elle a voulu aider simplement Gabriel, qui a absolument aucun geste inapproprié, et de voir comment elle va être broyée. Alors, il y a ça qui m'a, je trouve, parce que finalement, quelqu'un qui est coupable, il a beaucoup plus de force pour démontrer son innocence,
parce qu'il va savoir. Et là, on la voit complètement broyée par l'institution judiciaire, donc je trouve ça intéressant, très intéressant. Et puis, je trouve aussi intéressant, c'est que vous mettez le lecteur en position de se mettre dans la tête de la directrice, de la mère de Gabriel et de Claire. Et aussi, un point que j'ai bien aimé, c'est on parle toujours la virilité, de la violence des hommes. Et quand on voit, par exemple, le côté assez vicelard de la directrice qui fait collusion avec la mère de Gabriel, et on voit, parce que ça existe quand même, des femmes qui sont des personnages absolument, comment dire, odieux et un peu, enfin vraiment, qui ont une... Et ça, je trouve ça aussi intéressant. Je trouve ça intéressant. Alors, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais envie de lui dire. Alors, je trouve ça bien. Muriel est avocate. Oui. Et auteur. Je trouvais ça bien, c'est-à-dire qu'effectivement, ça monte de plus en plus. Bon, voilà, il y a la mise à pied, il y a ça, non. Et à chaque fois, on a envie de lui dire, mais prends un bon avocat. C'est la première chose à laquelle on pense. Et en fait, au départ, même, elle ne veut même pas d'avocat. C'est-à-dire qu'elle est tellement, cette femme est tellement convaincue de son innocence que... Alors, ça, je trouve ça très beau, sur ce thème de l'innocence. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, et qui prennent, en train de prêcher pour les avocats, mais qui prennent un avocat trop tard, et ça y est. Ils ne prennent pas conseil. Les témoins sont venus surtout dire ce qu'ils n'ont pas vu, mais ça fait rien. Et voilà. Et puis je pense aussi qu'on est, enfin, dans le thème que vous abordez, c'est un bouc émissaire. Elle est parfaite pour être un bouc émissaire. Il faut bien arriver, il faut bien donner en pâture à la mère de Gabriel, il faut lui donner quelque chose. La directrice qui veut avant tout que son école soit sans faille, enfin qu'il n'y ait absolument aucune tâche sur son école. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment, je l'ai lu d'un seul coup, j'ai pris des notes, etc. Bon, pour moi c'est un livre de travail et je trouve que c'est un de vos meilleurs romans. Mais c'est vrai que c'est un livre, c'est comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à... En fait, c'est un livre qu'on peut relire avec, en ayant un autre œil, en ayant plus de sensibilité sur un point. Juste pour finir, sur la 4e de couverture, la dernière phrase, c'est Alice Vernet signe le grand roman moderne du déni de tendresse. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt le déni de l'authenticité? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ça, c'était la lecture de mon éditeur. Oui. Parce que c'est vrai que mis bout à bout dans toute cette histoire qui est foisonnante vraiment, avec une richesse vraiment de personnages, ils sont tous très très intéressants, c'est vrai que quelque part, tout le monde joue un rôle sauf Claire. Oui, elle joue quand même. Elle joue un rôle, puis après elle traverse l'histoire. Moi je trouvais que ça posait justement, pour moi j'ai le sentiment que ça nous ramène à la question des gestes et des intentions des gestes, parce qu'on ne peut pas imaginer un monde où il y a... Enfin, ça posait pour moi la question de l'avenir du toucher comme sens affectif, c'est-à-dire effectivement, si on ne peut même pas toucher un collègue, un élève, est-ce que c'est possible? Moi, j'arrive pas à penser que ce soit un monde comme ça où on est chacun enfermé dans sa... Donc c'est un peu le déni du... Si, c'est quand même le déni de certaines expressions, le déni du fait qu'on est une espèce... regardez, les bébés pas touchés meurent, on est une espèce tactile, donc effectivement, en voulant... Et donc, on revient à la question des intentions, parce que bien sûr qu'on veut supprimer tous les gestes prédateurs, mais on ne veut pas supprimer tous les gestes. Voilà, c'était ça. Mais en même temps, moi, je ne l'ai pas écrit sur un mode accusatoire ou dénonciateur, parce que je me dis maintenant, en y pensant, c'est naturel. C'est-à-dire que quand une catastrophe arrive, elle nous rappelle ces catastrophes,
Donc effectivement, il y a eu Balance ton porc qui nous a fait découvrir toute une prédation qu'on ne voulait pas voir. Et bien sûr, on est inquiet de la prédation. C'est un peu comme quand il y a eu Fukushima, on s'est dit, bon, il faut fermer les centrales nucléaires. C'est la même chose, en fait. C'est ça qui est terrible dans le crime. Le crime nous rappelle le crime. Le crime nous rappelle qu'il faut faire attention. Mais il faut garder confiance quand même. Alors, je vais finir avec une petite citation. On va laisser le dernier mot à Claire, qui est face à Cécile Marquet, qui est la juge qui instruit. Elle dit pourquoi n'a-t-elle jamais voulu les rencontrer? Elle parle donc, je pense, de la juge. La gêne, la peur, son emploi du temps, elle ne questionnerait pas avec autant de sécheresse. Elle aurait appris à la fois la vulnérabilité et la douceur, pense Claire. Elle aurait fait face aux visages déformés, aux grimaces, aux lèvres pendantes, aux langues toujours dehors, aux gestes parasites, aux bégaiements, aux prostrations et aux impuissances, aux pleurs et aux colères, à ces tristesses inconsolables, aux besoins d'amour, parce qu'il n'y a plus que l'amour pour survivre, aux disgrâces qui veulent être aimées, aux corps maladroits qui se blottissent, aux bouches qui embrassent sans demander aucune permission, à l'espoir d'être regardée comme une personne à part entière. Oui, c'est aussi que toutes les personnes, enfin pour moi il y avait aussi une réflexion sur la dépendance, c'est-à-dire toutes les personnes qui dépendent de la bienveillance d'autrui, oui en effet il n'y a que la bienveillance d'autrui, donc si on la perd, c'est pas possible. Voilà. Donc elle a affaire à des enfants comme ça. Merci beaucoup Alice Fernet, merci à vous.